Une croyance populaire tenace voudrait que je n'aime que les voitures allemandes. Pourtant, j'ai cru avoir prouvé un certain nombre de fois que j'étais capable d'acheter des merdes d'origine bien diverses. Donc je ne sais pas pourquoi de temps en temps ça revient. De toute façon, comme les allemandes. Mais surtout, j'ai vraiment pas eu beaucoup de françaises, c'est vrai. Et maintenant, ça. Et ça commence comme presque à chaque fois. C'est juste pour regarder. Une grave erreur de ma part. Mais je suppose que je suis pas seul dans ce cas, donc vous comprendrez sûrement ce qui s'est passé dans ma tête au moment où j'ai écrit au vendeur pour lui demander si, selon lui, il était possible que je puisse revenir avec. Et pour le coup, il était un peu optimiste, donc voilà comment ça s'est passé. Bon, comment vous dire? Ce matin, je me suis réveillé avec un mal de dos. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut gérer ça. Je ne peux pas aller voir le médecin, ce serait vraiment une preuve de faiblesse. Je vais simplement m'acheter une nouvelle voiture. Une voiture qui me permettra de rouler sans avoir mal au dos. Donc, nous voilà dans le vaisseau amiral de l'automobile française des années 90, chez Citroën en tout cas, la XM. Cette voiture n'a plus d'embrayage, ou plutôt elle en a, mais ça se limite probablement à un léchage entre le volant moteur et l'embrayage. Donc il faut y aller tout doucement sur la prise de vitesse. Le moindre écart de conduite risque de me coûter mon trajet. À part ça, si je l'ai acheté, c'est qu'elle n'est pas si mal. 700 €, ce qui devient compliqué aujourd'hui pour trouver une voiture en état vaguement de fonctionner. Tiens, je vous montre. Voilà. Il suffit que j'accélère juste ça pour qu'elle se mette à patiner. Donc la prise de vitesse se limite à celle-ci. Voilà, l'accélération maximum que je peux me permettre avec cette superbe Citroën XM. Elle n'est pas trop mal équipée, c'est une VSX, je crois, il m'a dit. Sous vos yeux ébahis, la Citroën XM VSX. Cette version haut de gamme a de quoi séduire avec son design exclusif dans le plus pur style de la marque aux chevrons. Citons ses jantes alliages légers de grand diamètre ou ses vitres à commande électrique. Elle ne fait pas non plus l'impasse sur les rétroviseurs électriques avec basculement automatique lors de la marche arrière. Les sièges ne sont pas en reste avec plusieurs réglages assistés. Il privilégie le confort en abandonnant le froid revêtement cuir pour un chaleureux velours couleur cendre de mégot. Remarquable, la climatisation automatique avec écran à cristaux liquides fonctionnel sur cet exemplaire. Terminons cette belle dotation par l'implémentation d'un anti-démarrage codé qui vous transportera dans les années 90 à chaque mise en route. L'extérieur, comme vous allez pouvoir le voir, c'est pas la version la plus intéressante qu'on puisse trouver, elle est grise quoi. Et fatiguée en plus. Et forcément, comme c'est une Citroën XM achetée à vil prix, il y a pas mal de problèmes hydrauliques à régler. J'y connais pas grand chose pour l'instant, mais je vais investiguer. J'ai un bruit de conjoncteur, je connais ce mot déjà, c'est pas mal, qui se déclenche en permanence à l'avant, enfin en permanence quasiment. Et j'ai remarqué qu'en redescendant les dos d'âne, l'arrière s'affaisse complètement à gauche. On va se fier à l'ordinateur de bord, il nous dit que je pourrais faire encore... Ah ouais, 40 bornes. Ouais, là je crois que vous l'avez éventuellement capté en vidéo qu'il y avait un petit problème. Je vais déjà essayer de me traîner lamentablement à la station qui est, je sais pas, à 200 mètres d'ici. Ce qui me fait un arrêt supplémentaire et donc encore une usure supplémentaire de l'embrayage et oh là là, il n'avait pas besoin de ça. J'ai l'impression de faire le tracteur sur la route, je fais chier tout le monde, mais j'ai pas bien le choix, je suis vraiment désolé. J'ai pu repartir de la station essence sans encombre, je me suis calé à 80, ça a mis beaucoup de temps, et du coup il y a un embouteillage derrière moi quasiment, mais j'y suis. Maintenant on va essayer de limiter les arrêts
pas trop ralentir dans les ronds-points, mais suffisamment quand même pour pas s'emplafonner dedans. On est bien là-dedans. Par contre, franchement, au niveau insonorisation, rien à voir avec la 605. Nettement mieux. L'ordinateur de bord fonctionne, il y a juste une ampoule grillée a priori derrière, si c'est bien des ampoules. La clim auto, bon là j'ai désactivé la clim, il fait pas assez chaud pour que ça se justifie. Pourquoi j'ai acheté cette voiture plus sérieusement? Je sais pas trop, c'est simplement une forme de curiosité. Voilà, XM ça m'a toujours intéressé, j'aime bien le style de cette voiture. Dans l'idéal ça aurait été plutôt dans une teinte foncée, une XM noire, je trouve ça assez classe finalement. Mais bon, l'un dans l'autre en fait, je me suis rendu compte que la première 605 me manquait un peu dans le rôle de voiture de tous les jours, quoi. Et je voulais pas en trouver une trop belle pour simplement avoir l'occasion de la laisser n'importe où sans arrière-pensée. Par exemple la Saab, maintenant qu'elle a une belle peinture, j'ai pas forcément envie de la garer n'importe où pour la retrouver défoncée. Autant celle-là, simplement arriver à la défoncer, à mon avis, c'est déjà une performance. À part réussir à retourner au bercail, il n'y a pas vraiment de mission avec cette voiture. Je sais pas ce que je vais faire avec. J'espère que je vais résister à la tentation de refaire la carrosserie parce qu'il y a quand même du travail, hein. Il n'y a plus de vernis, elle est grêlée. Si vous avez une idée, commentaire. Mollo sur l'accélérateur. J'ai encore une vingtaine de bornes à faire, une trentaine peut-être. En plus ça monte. Ça doit faire un moment que le turbo a pas soufflé dans les bronches du moteur là. Ça doit faire un très très long moment que ça patine fort. Merci à mon accompagnateur du jour. Malheureusement, il a dû sacrifier un petit morceau de sa peinture neuve pour moi. Le suspense est un peu foireux, désolé. Cela dit, je suis content pour moi parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps là. Si en plus je me mets à plus ou moins dépanner la voiture à des kilomètres de chez moi, ça arrange pas mes affaires. Là on va bien rigoler. Ça va être un grand moment. Ça va le faire, hein, je pense. On va y arriver. On l'a ramené. Mais c'est quoi ça? Bonne question. Bah, qu'est-ce que c'est, Clara? Bonne question. Une Citroën. Une Citroën. J'ai acheté une voiture. Encore une voiture. Parce que j'imagine qu'il n'a pas acheté la Kia. Non, ça c'est la mienne. N'est-ce pas? Ça te rappelle pas des souvenirs? C'est une Xantia? Non. Non. Mais ça ressemble quand même. J'ai cru qu'on l'arrivait pas. Bah, ça... Il n'y a plus d'embrayage. Ça valait le coup d'essayer, hein. Ouais, ça valait le coup. Bah déjà, c'est sûr que par-dessous, là, ça montait pas. C'est un peu trop long, ouais. Voilà donc à quoi ressemble ce vaisseau français de l'extérieur. Comme beaucoup de ses compatriotes de l'époque, le vernis n'a pas supporté les UV, mais si on oublie ça, elle est pas si mal. Après ce petit périple au retour, je l'ai mise de côté pendant 2 bons mois, le temps d'avancer sur d'autres chantiers. C'est vraiment un temps idéal pour... Remplacer l'embrayage d'une Citroën XM.
sortir les fournitures du coffre parce que je vais pas refaire 2 fois la même erreur qu'avec la SAD où j'avais levé la voiture et j'avais oublié tout dans le coffre. Ça, c'est évidemment Autoshop qui m'a envoyé, donc quand j'ai appelé Alex pour lui dire que j'avais besoin de pièces d'XM, à mon avis il devait avoir l'air perplexe au téléphone. Enfin, je sais pas, j'aime les trucs bizarres. Je dois être bizarre. C'est pour notre XM, avec surtout notre kit d'embrayage et les joints spi. Il va falloir faire un peu de place là-dedans. Ça, c'est mon petit côté pervers. J'aime beaucoup diffuser les images de mon pont élévateur à la stabilité discutable. Ça suffit à entretenir le suspense de la vidéo. Va-t-il survivre? À quel moment la voiture va-t-elle basculer? Vous le saurez au prochain épisode. J'y avais pensé il y a à peine 2 minutes et je m'étais dit il faut mettre les boulons de roue. Et voilà. Donc je vais pouvoir remplacer cette vis maintenant. Ah oui d'accord, c'est quand même vraiment pressé. Quel bonheur de bosser sur une voiture avec les cardans explosés. Ouais, ça va être... Surtout pour utiliser la caméra, c'est nickel. Bah voilà, il pleut. Non mais sérieux. Allez, on va rester sous la voiture, on sera un peu protégé. Ça n'a pas duré très longtemps, mais malheureusement ça n'a pas été la seule fois où la météo a exprimé son désaccord à me voir travailler sur une automobile française. Donc j'ai les mains sales, bah, je vais prendre du papier pour essayer de ramener toute la graisse qu'il y a partout, et il y en a beaucoup. Il pleuvait vraiment trop, donc j'ai dû stopper la caméra. J'ai pas beaucoup avancé de toute façon. C'est bien galère le fait qu'il y ait de la graisse partout, c'est vraiment pénible. J'ai essayé d'en enlever le plus possible, mais je sais pas combien de temps elle a roulé avec son cardan explosé. C'est la galère pour ça. Ouais, c'est comme ça partout. Et chaque fois que je fais quelque chose sur la voiture, j'en fous partout en plus. Ouais. Normalement, il y a
plus qu'une seule vis qui tient la boîte, une vis que j'ai remise d'ailleurs parce que sinon elle s'ouvrait directement. Suspense du pont vacillant. Je vous présente le conjecteur disjoncteur et sa sphère accumulatrice. C'est l'organe de régulation de la pression hydraulique dans tout le circuit. C'est là-dessus que j'ai desserré une vis d'un demi-tour pour dépressuriser le système. Comme l'ensemble est fixé à la boîte, il faut évidemment retirer les vis et l'écarter pour dégager la transmission. Ce qui avait bien commencé puis a immiscé la peur en moi. Valait mieux ajouter un peu de délicatesse et de subtilité à cette opération d'extraction pour ne pas intégrer la page d'effets divers. On ne pourra pas l'écarter plus. Quelle merde ce gras. Donc voilà l'espace que je vais avoir pour déposer le kit d'embrayage. Je vais essayer de changer les joints spi. Ça va pas être une mince affaire, hein. Je parle côté boîte et côté moteur ici. Ceux du différentiel, ça devrait aller quand même. Celui-là en tout cas, l'autre j'ai pas trop regardé mais si ça va le faire. Malheureusement pour le différentiel j'avais pas les bons joints spi donc j'ai laissé tomber. Donc bah ouais, va falloir y aller. La question c'est qu'est-ce qui se passe si je relâche le vérin ici? Est-ce que le moteur va vraiment vouloir sortir de la voiture? J'ai mis des planches ici pour qu'elle ait au niveau de l'échappement, en me disant que ça pourra tenir quand même un petit peu mais... Parce que là, pas sûr que j'accède à toutes les vis, merde, par le bas. On va voir. Il y a des marques de chauffe, mais je les sens pas. Donc, a priori, on devrait s'en sortir avec ce volant moteur. Cela dit, on va quand même devoir le déposer, je pense. Pour le joint spi. Parce que là, tout ça, à mon avis, c'est de l'huile moteur. Et un embrayage 1. Ouais, bah lui, il commençait à sérieusement craqueler. Et l'embrayage, bah il est au rivet, hein, c'est ça qu'on entendait. Il était de 2004. Il aura fait une vingtaine d'années. Attention, ça doit être lourd. Ouais, non, ça va. Ouais, ça fuit bien. Hein. J'espère que ça va pas être trop galère à changer si j'ai pas beaucoup de place là. Je vais pas pouvoir utiliser mon outil fétiche, l'extracteur de joint spi, qui n'en est pas un, mais il fait très bien ce travail. Enfin, ça demande d'avoir un peu de place et là j'en ai pas. Donc, ça va être la méthode de la pince. Je dirais même méthode de la pince améliorée. Voilà. Vous êtes impressionné, oui. Moi aussi. C'est dommage, j'ai plus de maillet en plastique. Il lui arrivait des bricoles lorsque j'ai changé les coussinets sur la sable. En fait, je sais qu'il est dans la haie ici, mais je doute fort être capable de le retrouver un jour. Il y a un truc que j'ai pas pensé à faire cette fois-ci, alors que pour mon dernier embrayage, j'y avais pensé, c'est à me fabriquer un centreur. C'est mort. Là, c'est vraiment très mort. Joint speed sortie vilebrequin remplacé, butée neuve en place et un maximum de gras recueilli dans mes cheveux et sur ma tronche.
On est prêt à monter le kit d'embrayage neuf après avoir retiré tout le gras transféré depuis mes doigts. Je comprends toujours pas pourquoi les centreurs sont pas livrés avec le kit d'embrayage. N'importe qui serait prêt à payer 2 ou 3 euros de plus pour avoir une pièce en plastique à la con, mais qui rend bien service. Je suis comme d'habitude débrouillé avec une vis et du scotch. J'espère que ça va aller. C'est lourd. Pour l'instant, ça rentre pas. J'ai galéré un petit bout de temps avant de me résoudre à aller chercher l'échelle pour regarder ce qui se passait en haut. Il y avait un bout de faisceau ou je sais pas quoi qui passait au-dessus et qui s'était mis entre la boîte et le moteur. Donc clairement, ça pouvait pas rentrer. Voilà, on s'est rapproché. Est-ce que ça va rentrer? Oh! Yes! A priori. On y va, on est dedans là. J'allais sortir l'artillerie lourde pour remplacer la sphère de l'accumulateur. Donc la clé à chaîne et tout, et elle est pas serrée en fait. Voilà. C'est surprenant d'ailleurs que ça fuyait pas plus, mais... J'aurais dû acheter des sphères pour l'arrière, c'est un peu dommage. C'était pas trop mal, je dois dire. Je vais monter ce câble d'embrayage, on va pouvoir tester. Et oui, le trajet inaugural était plutôt frustrant, mais j'ai bien envie de faire souffler ce turbo même s'il restera timide. Ce TCT est censé être un moteur qui compense la cylindrée par un petit turbo. Il souffle peu, mais vite, en principe. On va s'arrêter là pour ce soir. J'ai finalement plus avancé que ce que je croyais au départ. C'est bien. Concrètement, il faut encore que je m'occupe de mes cardans. Surtout celui qui est tout défoncé à gauche. Les deux soufflets. J'en ai un, je crois. L'autre, malheureusement, j'avais pas vu qu'il était complètement HS côté boîte. Mais si je trouve une solution de secours après, il faudra encore que je refasse le niveau de LHM. Et puis on pourra tester. C'était vraiment pas évident de se mettre dedans. Je connais ce montage là, je ne connaissais pas jusqu'à présent. Le truc le plus pénible c'est mais pourquoi mettre des vis de 10 et des vis de 11? Là, non, je suis pas d'accord avec ça. Donc si la météo le permet, la suite est fin demain. On va remettre le cardan de ce côté déjà. On monte le deuxième cardan. Pour le bien-être de mon matériel vidéo, je vous ai épargné le remplacement du soufflet de cardan. Pour pas s'infliger une dépose totale moteur-boîte, vaut mieux maintenant remettre de l'huile dans la transmission avant d'oublier. Notre XM va pouvoir toucher terre de nouveau, mais on va d'abord vérifier que ça fonctionne comme ça devrait. J'ai rebranché la batterie. On va voir si les roues font ce qu'elles doivent faire quand on passe un rapport.
Par contre là il y a une fuite qu'il n'y avait pas avant. Bon, je vais essayer de resserrer. Là ça a l'air d'être bon. C'est juste pas assez serré visiblement. J'ai une autre fuite par contre il me semble. C'est la vis du conjoncteur, j'avais oublié de la resserrer. Comme il me semblait bien entendre que l'échappement fuyait, j'ai été vérifier ça. Ça a l'air de venir du collecteur, enfin avant le collecteur. Ah non, c'est là en fait. C'est comme sur la 605. Au-dessus du tuyau il y a des trous. À la jonction là aussi. Bon là il y a un trou qui a été fait, bah, ça fuit aussi. Pareil là. Ouais bah cette jonction aussi. Et on va laisser parler l'excitation du premier vrai tour plein gaz et garder ça pour après. Et oui, il va falloir que je retente cette courroie d'accessoires. Serrer les roues. De litre turbo a une bonne santé, peut-être un peu meilleure que ce que la fiche technique me laissait présager. 150 chevaux et 245 Nm de couple, sûrement bien aidé par le poids relativement contenu de la voiture. C'est marrant cette sphère là, elle n'est pas serrée. Encore une. Comme je cherche tous les prétextes possibles pour utiliser le poste à souder depuis que je l'ai acheté, on va réparer ces fuites sans rien remplacer. Enfin je vais essayer en tout cas. Ouais, ça aurait été quand même dommage de balancer ce bout de tuyau pour si peu. Comme on a déposé la ligne d'échappement et la roue de secours, on va s'occuper des éléments de l'hydraulique qui sont habituellement inaccessibles. On va nettoyer les correcteurs d'assiette arrière et avant qui parfois peuvent poser problème. Celui à l'avant nécessite quelques engueulades avec les conduites hydrauliques, mais ça finit par le faire. Ouais, j'en ferai pas ma passion non plus. Ouais, non mais visser les conduites hydrauliques dans ces trucs, c'est vraiment... Ouais, ça se fait, mais c'est chiant. La remise en pression du circuit est nettement visible. Je suis vraiment ravi d'avoir ce pont pour lever les voitures quand elles sont pas trop lourdes, mais on n'est pas encore au niveau d'un pont 2 colonnes. Donc bon, c'est la touche amateur de la chaîne, je suppose. Maintenant, je vais essayer de comprendre ce qui se passe avec la suspension arrière gauche.
Et finalement vous verrez que ça n'a pas du tout l'aspect extérieur auquel je pensais. En fait, on dirait que l'arrière gauche ne contrôle pas sa détente et garde une pression maximum à la compression. Donc on s'envole en haut de la bosse et on atterrit sur du béton. Voilà qui arrange pas les affaires de mon dos. On va commencer par le plus simple, je vais demander à Autoshop de me dégoter 2 sphères de suspension pour l'arrière et on verra ce qui se passe. En attendant, il y a toujours des trucs à faire. Il y a des trucs urgents, puis il y a des choses qui le sont moins. Et bon, dans l'eau des choses qui sont moins urgentes, il y a toujours des trucs qui font par contre suffisamment plaisir pour se motiver vers les trucs urgents. Je sais pas si vous me suivez jusque là, mais voilà, moi je comprends ce que je veux dire par là. Dans l'eau des trucs pas très urgents, il y avait ce volant qui est le modèle tout en plastique ignoble et qui a en plus le défaut de se dégrader à la vitesse de la lumière, de laisser du plastique sur les mains et de tourner autour de la jante. C'est évidemment pas à la hauteur de cette voiture qui est un magnifique haut de gamme de l'époque. Donc j'ai réussi à en trouver un dans un état qui est pas trop mauvais. Il faudra juste que je le reteinte, mais il n'est pas troué ni rien. Et en cuir en plus. Ça ira déjà nettement mieux. Et comme il a toujours les commandes, mais que je peux pas les utiliser parce qu'il y a un poste Sony voilà, qui va pas forcément très bien avec la voiture. Sur la même voiture qui avait ce volant, j'ai aussi trouvé ce poste d'origine Citroën qui doit pas être facile à trouver de nos jours. J'avais pas le code, mais j'ai réussi en passant sur un topic de forum moto encore actif à en récupérer un. Donc je remercie la personne qui a su me générer ce code. Je vais aussi en profiter pour arranger le petit problème de Komodo, puisque les XM, oui, ont quelques problèmes, évidemment, ce ne sont pas des voitures absolument parfaites. Voilà. Il y a des faux contacts dans le Komodo, et là, par exemple, la centrale clignotante s'affole, ça allume rien, mais ça clignote tout le temps, comme ça. Il faut... Voilà, ça arrive quand même assez souvent, et ça commence à être pénible. Et on va aller débrancher la batterie, je suis pas totalement suicidaire. Il me semble que le problème vient de ça, au milieu. Il y a des morceaux de plastique qui étaient visiblement arrachés et je crois que ça sert de reposoir pour ce contact là, pour justement que ça arrête de faire contact pour le droite ou gauche. J'imagine que c'est inversé. Pour le jeu dans la colonne de direction, a priori j'ai trouvé c'est les vis de fixation du bas. Il y a des entretoises en caoutchouc ou plastique, je sais pas trop ce que c'est censé être, et bah ça c'est tout désagrégé, donc forcément comme ça flotte. Ça c'est des joints de couvre-culasse BMW et je pense que ce sera parfait. On dirait presque que c'est les pièces faites pour. Ça a l'air d'aller maintenant. Et pour le jeu dans la colonne de direction, là c'est bon. Il a juste un petit peu, mais ça c'est ce qui est permis par les scellés en bloc que j'ai remis en place. Donc c'est nickel, c'est bien mieux qu'avant. Maintenant je vais pouvoir remplacer le poste et voir si les commandes fonctionnent. Et puis bah le poste aussi parce que j'ai pas pu le tester.
transmission de grande qualité, hein. J'ai mis un petit moment pour retrouver la broche des commandes au volant qui avait été cachée. Au travers de cette tribune du jour, vous vous appeliez après l'annonce de la dissolution républicain à une valeur essentielle de la République. L'affichage n'est pas forcément très facile à lire, mais il faudra que je vois de nuit si c'est bien éclairé, quoi. Sinon, il y aura des ampoules à changer. Et effectivement, c'est mort, donc ce sera à remplacer. Donc pour l'instant, je vais le laisser en place sans trop l'enfoncer. Parfaite intégration dans le tableau de bord quand je l'aurai mis jusqu'au bout. Donc c'est un détail, mais j'aime bien quand tout fonctionne comme d'origine. Et autre bénéfice du poste d'origine, on récupère les lectures des informations via le petit écran embarqué. Par contre, niveau aspect, il était quand même toujours pas au top du top, donc c'est l'occasion de lui offrir une petite rénovation. Ça commence par un ponçage pour égaliser la surface, au 500 puis 800 dans mon cas. Après on passe à l'étape du nettoyage et du dégraissage, et puis on peut passer la teinte. Et comme pour conduire, on met parfois ses mains sur le volant, on passe quelques couches de scellement qui est une sorte de vernis, ça permettra de protéger la teinte un moment, à renouveler de temps en temps. Voilà au bout de ce premier épisode consacré à cette magnificence de l'automobile française. Une bonne besogneuse française avec son attelage, sa couleur gris métallisé, mais malheureusement pas son turbo D12. À défaut, on a un turbo CT qui a ma préférence, je dois vous l'avouer. Même si pour certains, je conçois que le doux claquement du diesel puisse évoquer un peu de nostalgie. Donc maintenant, il faut décider ce qu'on fait pour la suite et plusieurs choix s'offrent à nous. Est-ce qu'on la laisse dans cet état de grâce avec son vernis pelé et ses marques de grêle, ou est-ce qu'on essaye d'en faire quelque chose de présentable avec un peu de travail de peinture forcément? Et j'en profite d'ailleurs, si quelqu'un a ses pièces sous le pare-choc qui traîne, je suis preneur. Est-ce que l'aventure doit s'écourter le plus possible pour qu'on se consacre à des projets peut-être plus, je sais pas, plus intéressants, hein? Moi-même, je dois admettre que j'ai pas l'amour fou entre elle et moi. J'aime bien cette voiture. Elle rend des services, pas désagréable, mais elle déchaîne pas la passion chez moi, je dois l'admettre. Donc je vous laisse décider de ça. Je vais mettre en place un sondage dans la partie communauté de la chaîne. Je vous proposerai quelques possibilités sur son avenir, et si vous avez rien qui vous convainc dans le lot, vous pourrez me mettre en commentaire des propositions supplémentaires. Je serai réceptif et je vais pouvoir vous dire à la prochaine, probablement avec une autre, puisqu'on a encore du pain sur la planche sur pas mal de projets et d'autres à venir, dont des aventures lointaines et exotiques qui, je l'espère, vous plairont. Donc je vous dis à bientôt. Ciao.